soirée qui inaugure la suite de notre programme, et puis des vœux qu'on peut échanger les uns avec les autres. Dans son message pour les 30 ans de l'ISTR, le pape François nous invite à faire du dialogue la grammaire de la convivialité humaine. Alors voilà, c'est un beau vœu pour l'année qui vient, que nous nous entraînions mutuellement à conjuguer compréhension et rencontre de l'autre sans s'effrayer de la différence. Et puis lors de son voyage à Athènes, s'appuyant sur l'apôtre Paul, il invitait à deux attitudes, la confiance et l'accueil. Voilà deux vœux aussi à formuler, la confiance dans des conditions parfois difficiles, comme celle de Paul à Athènes, la fatigue, le sentiment de solitude, de ne pas être reçu, parfois la frustration, d'être une petite communauté ou un petit institut comme l'ISTR, ou une église avec peu de ressources, avançant dans un contexte qui n'est pas toujours favorable. Paul dit François ne s'est pas laissé vaincre par le découragement, il n'a pas renoncé à sa mission, il ne s'est pas laissé aller à la tentation de se plaindre, il a avancé avec confiance. Pape François continue en disant en préférant l'appréhension des situations inattendues à l'habitude et à la répétition. Donc sans craindre notre petitesse qui nous dispose à plutôt faire confiance. Puis deuxième attitude, celle de l'accueil, qui consiste, dit le pape, à ne pas vouloir occuper l'espace et la vie de l'autre, mais apprendre à accueillir d'abord et à reconnaître les semences déjà dans son cœur avant notre arrivée. Et puis il parle de l'évangélisation. Évangéliser, ce n'est pas remplir un vase vide, c'est avant tout mettre en lumière ce qui a déjà commencé en l'autre, ce que Dieu a déjà commencé à accomplir. Paul ne dit pas aux Athéniens « vous ne vous trompez complètement », ni « maintenant je vais vous enseigner la vérité ». Il commence par accueillir leur esprit religieux. Il reconnaît la dignité de ses interlocuteurs et accueille leur sensibilité religieuse ou spirituelle. Il accueille ce désir caché dans le cœur de ces personnes et reconnaît l'esprit qui agit dans le cœur de l'être humain, au-delà des étiquettes religieuses. Alors c'est sans doute à ça que Jean-François va nous introduire, d'une certaine manière, va nous ouvrir dans un instant, mythe d'aujourd'hui et pop culture. Alors vous verrez que tout ça est très inclusif, puisque vous avez l'affiche, ce que va nous dire Jean-François, et puis à la fin nous partagerons une galette, et comme on a payé le pâtissier, il nous a fait une couronne Star Wars. Donc, le regagnant de la couronne Star Wars, pardon, je l'ai là. Voilà, tout est prévu, vous voyez, extraordinaire. Professeur est tout le monde par la vidéo. Voilà. Et puis, les cours, hein, alors vous avez vu les flyers, donc n'hésitez pas à vous servir, je ne vais pas développer plus, mais cette conférence introduit aussi le cours que fera Jean-François, comment apprendre les mythes à plusieurs voix. Voilà. Et puis vous verrez, les cours continuent. Il y a eu 2 introductions à l'islam et au judaïsme très prochainement. Un peu plus loin, une session aussi d'introduction au bouddhisme, un cours sur l'hindouisme, les courants contemporains de l'islam, avec Joseph, qui est là, voilà, comme ça vous voyez un petit peu l'équipe de l'ISTR, Joseph Sen, voilà. Pour le département d'études et religions à l'école, Christian Salençon et Dominique Santelli qui sont au fond. Pour le département art et culture, spiritualité, donc Jean-François et Catherine qui est par là. Notre vénéré directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée, Patrice, voilà, et puis plein de personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre à la vie de l'Institut. J'insiste aussi, il y aura un cours élargi à la Méditerranée avec l'Université de Naples et de Barcelone, animé par Patrice, sur les religions à l'aune de la miséricorde. Et puis vous verrez au mois de mars jusqu'en juin différents cours sur le judaïsme notamment, ou géopolitique, et puis un cours sur le temps, la temporalité. Voilà, on a bien besoin de se poser pour réfléchir à cette question. Voilà. Puis je signale aussi le 17 janvier, hors les murs, à l'église Saint-Féréol, il y aura un temps de lecture choisi du porche du mystère de la deuxième vertu de Peggy. Donc je vous invite à y venir nombreux. Donc n'hésitez pas à diffuser largement
tout ce que nous vivons ici, à le partager en présence, par numérique ou de toute autre manière. Bonne soirée. Merci. Donc Jean-François Muriot, enseignant à l'ISTR, mais je te laisse te présenter tout seul. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je ne vais pas vous faire toute une soirée sur Star Wars, je ne vais pas en parler de manière spécifique, mais pour réfléchir aux mythes d'aujourd'hui, il faut faire un détour par les mythes du passé. Donc je vais commencer par les mythes du passé et après je viendrai à l'actualité. Dans de très nombreuses cultures du monde, on retrouve le même récit anthropogonique, c'est-à-dire qui raconte l'origine de l'humanité, et on l'appelle le mythe du corps souillé. Il est dit que le premier couple d'humains aurait été formé à partir d'argile, mais à peine le créateur eut-il le dos tourné qu'une entité mauvaise en profita pour cracher sur les deux statuettes d'argile. Et à son retour, le créateur eut beau frotter les statuettes, il n'arriva pas à les débarrasser de cette souillure. Et en désespoir de cause, il les retourna comme un gant. Et ce serait la raison pour laquelle les glaires se trouvent à l'intérieur de notre corps et sont à l'origine des maladies et de notre mortalité. Depuis, nous tentons de nous en débarrasser en vain, en toussant et en expectorant. En entendant ce genre d'histoire, comment se fait-il que nous reconnaissions immédiatement que nous sommes en présence d'un mythe ? Le mot mythe évoque à nos esprits modernes, car nous nous considérons comme des modernes, le mythe évoque un récit qui est tout à la fois extraordinaire dans sa narration, mais peu crédible dans les faits qu'il rapporte. Les mythes apparaissent aujourd'hui pour nous comme les histoires des autres auxquelles nous ne pouvons pas ou plus adhérer. Le mythe présente des événements primordiaux, tenus pour vrais par ceux qui l'énoncent, mais que nous-mêmes considérons être une fiction. Alors il est toujours stérile et illusoire de vouloir créer des barrières entre eux et nous. Je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus, mais c'est une mise en garde que je formule. Retenons pour l'instant que le propre du mythe est de raconter une histoire des origines. Et science et mythe sont deux registres, deux modes différents de vérité. Le mythe, pour sa part, ne cherche pas à argumenter le plus rationnellement possible en exposant des éléments factuels. La mythologie est l'exposé d'une vision du monde qui préexiste à la lecture des faits. Qui plus est, la vision du monde présentée par le mythe n'est pas donc modifiable. Il faut l'accepter comme tel, le prendre comme un bloc ou bien le rejeter. La science, au contraire, par des faits, des découvertes et des réfutations les plus récentes, elle va remodeler constamment son discours en fonction des nouveaux éléments à sa disposition. Alors là où la science va démontrer, à partir de lois et de méthodes, le mythe va montrer, autrement dit, il va dévoiler. L'un va apporter une explication aux choses, l'autre va donner du sens aux choses. Peut-être parce que au primaire, au collège, on a reçu des enseignements sur les mythes grecs et égyptiens avec les divinités, mais on associe généralement la mythologie aux divinités. Or, il existe de nombreuses cultures à travers le monde qui ont produit des mythologies d'une immense richesse et complexité, mais sans jamais mentionner de divinité. C'est le cas, par exemple, d'un proto-récit qu'on dit de l'émergence primordiale. L'émergence primordiale de l'humanité, il raconte que l'humanité aurait une origine souterraine et humains et animaux auraient un jour émergé en passant par une grotte ou en passant par un trou dans le sol. Ajoutons encore que les mythes sont constitués de petites unités narratives, comme par exemple celle que je viens de citer, l'émergence d'un humain hors du sol. Unités qu'on appelle des mythèmes, et on les retrouve d'une culture à une autre, habillés, agencés différemment. Et le fait que l'on retrouve ces mythèmes aux quatre coins de notre planète
montre que les mythes sont très certainement l'une des choses qui circula le plus et qui s'échangea le mieux entre les peuples et les cultures. Voilà, ça c'est une première présentation. Retenons que les mythes proposent une explication du monde. Ils nous disent comment les choses étaient auparavant et ils racontent l'arrivée d'un bouleversement qui explique que les choses soient différentes aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant d'un philologue américain qui s'appelle Joseph Campbell. Je le cite parce qu'il a joué un rôle considérable dans le développement de la pop culture et il attribue à la mythologie 4 fonctions traditionnelles. Je les cite. La première fonction qu'il qualifie de mystique. Pour lui, le rôle du mythe est d'éveiller et de susciter chez l'individu de l'émerveillement ou un sentiment de respect, de gratitude à l'égard de l'univers auquel nous participons tous. En fait, il y a du mystère en toute chose. Ça, c'est la première fonction du mythe. La deuxième fonction de la mythologie, Campbell la qualifie de cosmologique. Il s'agit, je le cite, de présenter une image du cosmos qui explique toutes les choses avec lesquelles nous entrons en contact au sein de l'univers qui nous entoure. Donc présenter une image particulière du cosmos. Je cite toujours Campbell. La troisième fonction est dite sociologique. Elle consiste à fournir à chaque société un cadre et des lois pour que puissent s'y vivre et s'y mouvoir les individus en accord avec l'ordre social de leur groupe et la compréhension qu'ils ont de leur cosmos. Et la quatrième et dernière fonction de la mythologie est d'ordre psychologique et pédagogique, nous dit Campbell. Le but du mythe est de guider l'individu à travers chacune des étapes de sa vie, de sa naissance à sa mort. Alors on voit que notre monde a changé. Nos sociétés occidentales contemporaines ont perdu leur culture mythologique d'antan. Elles se trouvent dépossédées des fonctions cosmologiques et sociologiques qui sont assumées aujourd'hui respectivement par les sciences dures et les sciences humaines. Et non seulement notre représentation du cosmos est totalement différente de celle présentée jadis par les religions, mais l'ordre social actuel diffère considérablement de l'organisation sociale de nos ancêtres. En revanche, demeurent constantes à travers les âges et les cultures du monde les étapes du développement psychologique de la personne, sa naissance, son enfance, sa jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse, la mort. Et partant de ce constat, c'est donc de ce point de vue psychologique, qui est la quatrième fonction de la mythologie, que Campbell se propose de repartir pour rejoindre la première fonction, qui est la fonction mystique. Pas la première fonction, dimension mystique de l'univers et de nos vies. Alors, ce qu'a Campbell de spécifique, c'est qu'il renoue avec la mythologie, mais par le biais, disons, de la psychologie humaine. Et il présente en quelque sorte une interprétation psychanalytique des mythes. Ça, c'est un aspect qui est particulier. Pour lui, la mythologie a pour rôle premier de contribuer au développement de l'individu. Les mythes aident l'individu à se construire. Ils contribuent à son épanouissement personnel et à se sentir vivant. Campbell prend un exemple qui illustre bien, je trouve, en tout cas ce qu'il veut nous montrer. Il compare la mythologie à la poche ventrale gestatoire du kangourou, dont on sait qu'elle fait office d'utérus externe. C'est en cet endroit que le bébé kangourou continue sa gestation. Une fois sorti du ventre de sa mère, et il sort très rapidement, il va continuer cette croissance dans cette poche ventrale. Et il nous dit, Campbell, c'est de la même façon, la mythologie est ce milieu symbolique qui permet à nos émotions de se développer, jusqu'à ce que nous puissions le quitter en toute sécurité. Parce qu'il y a peut-être un moment, il y aura besoin de s'en détacher. Et il nous dit aussi, la raison, en jugeant les mythes puérils, nous a privés de ce second utérus et jetés dehors trop tôt, démunis et dénudés pour affronter le monde. D'où la nécessité, selon Campbell, d'élaborer aujourd'hui de nouveaux mythes qui puissent redonner sens à nos vies et répondre à la quête de sens de nos contemporains.
Alors ces mythes modernes, ils vont voir le jour aux États-Unis, et ça ne pouvait pas être autrement. Le Nouveau Monde avait justement besoin d'une nouvelle mythologie qui structure la jeune nation. Le nouvel imaginaire va donc puiser dans le romantisme de la vieille Europe dont sont issus les colons, mais aussi dans la vitalité industrielle de l'Amérique et dans la peur apocalyptique qu'engendrèrent les conflits à grande échelle. On peut penser un premier conflit qui toucha d'abord les États-Unis, c'est la guerre de sécession, et surtout la Première Guerre mondiale. Et la pop culture va naître de cet imaginaire, de ce terreau. On associe peut-être à tort la pop culture aux années 50 et 60. Il serait plus exact de la faire remonter, en faire remonter les origines au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans les années 20, notamment avec la multiplication des pulp magazines. Merci. La multiplication des pulp magazines, leur désignation, elle vient du papier de mauvaise qualité, réalisé à base de pulpe de bois, d'où le nom Pulp Magazine, qui va faire de ces magazines des publications de bon marché. On peut penser au film de Quentin Tarantino, qui rendra hommage à ce genre littéraire en 1994 dans son film Pulp Fiction, où s'entremêlent des histoires de gangsters dans le Hollywood en référence à cette culture populaire ou en hommage à cette culture populaire. Alors pourquoi ce nom de pop culture ? Le mot pop prend deux sens. C'est d'une part la contraction de l'anglais popular, qui désigne ce qui est populaire, autrement dit ce qui vient du peuple, autrement dit ce qui sort de la rue, par opposition à ce qui vient de l'élite ou des milieux universitaires. L'autre sens du mot pop, c'est ce qui surgit, to pop up, à l'image du popcorn. Vous voyez, on met le popcorn dans le four micro-ondes, et puis qu'est-ce qui va se passer ? Sous l'effet de la chaleur, les grains de maïs vont exploser, vont surgir, éclater, sous l'effet de la chaleur. Donc la pop culture concerne les masses, autrement dit une population plurielle qui est difficilement définissable. Et les individus qui la constituent, ne pouvant se référer à une culture et à un passé commun, ce passé, cette culture étant tellement multiple, vont se tourner alors vers l'avenir ou vers autre chose en quête de nouveaux récits que la pop culture va contribuer à leur façonner. Donc la pop culture, qui est propre aux sociétés multiculturelles, va donc relever un triple défi. Elle va devoir faire grand pour répondre aux besoins de la masse, d'où les moyens massifs qui sont déployés, comme les blockbusters, ces films à gros budget accompagnés d'une importante campagne publicitaire. Mais la pop culture doit aussi faire neuf, afin d'ouvrir un horizon nouveau, libérer une puissance d'agir, on pourrait parler en ces termes. Et la pop culture doit aussi donner un visage à ce public, ou plutôt présenter des visages auxquels le public puisse s'identifier. Et c'est de là que va naître les héros comme autant de figures identificatoires que l'on va rencontrer dans les comics, ces histoires sous forme de bandes dessinées feuilletonnées. Alors, y apparaissent les premiers super-héros. C'est des humains aux qualités exceptionnelles qui étaient Tarzan, créé en 1912, Zorro, inventé en 1919, mais qui vont plutôt devenir des figures transformées, des humains transformés comme Superman en 1928, Spider-Man. Mais les super-héros vont être aussi marqués politiquement. C'est Captain America qui est inventé en 1941, qui lutte contre les nazis. C'est Rambo qui s'investit dans le conflit au Vietnam. C'est Rocky, qui est un boxeur qui va boxer face à des Russes. En tout cas, les dimensions politiques transparaissent à travers les personnages de la pop culture. La figure du héros est ce que Campbell appelle, à la suite du psychanalyste Carl Gustav Jung, un archétype. Autrement dit,
une disposition inconsciente, disposition qui est aussi collective, qui affleure à la conscience sous la forme d'images archaïques ou de motifs mythologiques. Je vais juste ouvrir une parenthèse et noter que chez Jung, les archétypes restent une hypothèse. Ces formes de pensée préexistantes à l'individu et communes à tous les hommes, parce qu'elles constituent la partie la plus profonde de l'inconscient, demeurent inaccessibles par définition. Donc Jung, quand il les formule comme une hypothèse. Voilà, le héros nous est donné comme un modèle. Il peut donc prendre 1001 visages. Ça sera le titre justement du premier ouvrage de Campbell, Le héros aux 1001 visages, qu'il va écrire en 1949. Et de cette étude, Campbell fait ressortir l'existence de ce qu'il va appeler un monomythe. Le nom, il va l'emprunter au romancier James Joyce. Il s'agit d'un type de mythe qui se serait répandu dans le monde entier, avec de légères variantes, et qui relaterait l'histoire d'un héros universel. Et pour Campbell, le héros serait le motif commun à tous les mythes. Donc, si les mythes s'originent dans la psyché humaine, comme l'affirme Campbell, tous les humains étant dotés d'une même structure cérébrale, on devrait trouver les mêmes mythèmes ou les mêmes mythes partout dans le monde. Or, si on revient un peu à l'archéologie, à l'aréologie plutôt, la science qui étudie les aires de répartition des mythes, le thème du plongeon cosmologique, par exemple, plongeon cosmologique, il est totalement absent en Afrique et en Australie. Alors, le plongeon cosmologique, ce mythe de création raconte que la Terre aurait été créée à partir des éléments qu'il a fallu aller chercher au fond de la mer pour les remonter et faire émerger une surface solide. Donc, on peut se dire que cette absence suffit à démontrer, alors même que l'esprit humain est le même partout, que le mythe du plongeon cosmogonique n'a pas d'origine archétypale et donc à défaut d'avoir été inventé en tous les lieux où il est attesté, il a été transmis d'un continent à l'autre, probablement lors de la période glaciaire où le niveau marin était bas et on pouvait passer à pied ferme d'un continent à l'autre. Donc la présence d'un même thème en plusieurs cultures s'expliquerait donc moins par la structure commune du cerveau humain que par des emprunts, des échanges et des influences multiples. En tout cas, c'est à cette conclusion que tendent les archéologues aujourd'hui sur les mythes. Néanmoins, bien que ce mythe du plongeon cosmologique invalide l'idée défendue par Campbell d'une prétendue origine archétypale des mythes, il nous faut quand même continuer d'analyser la pensée de Joseph Campbell, car elle a influencé et continue d'influencer la production littéraire et cinématographique issue de la pop culture. Et c'est important, et je trouve que c'est passionnant aussi d'aller le lire. On peut aussi remettre en question certaines de ses théories, n'empêche que c'est devenu le socle qui va nourrir énormément de productions littéraires et notamment cinématographiques. Et je pense à une personne qui s'appelle Christopher Vaugier, je ne sais pas comment le prononcer, qui en 83 va écrire un petit opuscule de 7 pages reprenant les thèses de Campbell et qui va diffuser, et ça va nourrir la planète Hollywood, notamment les penseurs qui vont écrire des films. En 92, il va publier le guide du scénariste, où il va diffuser les théories de Campbell et qui vont devenir la base pour écrire des scénarios contemporains. Et toutes les grandes épopées qu'on trouve dans le cinéma aujourd'hui trouvent pour la plupart d'entre elles leur origine à la fois dans la pensée de Campbell et puis dans ce qu'en a écrit Christopher Vaugier. Campbell, je vais rester avec lui, va retrouver dans les rites d'initiation des peuples premiers la structure qu'il voit se déployer dans les mythes. Alors, ce qui pose l'articulation entre mythe et rite, on pourra peut-être en parler lors des questions, c'est pas ici, je vais pas m'y étendre maintenant, on pourra éventuellement en reparler après. Dans les rites d'initiation permettent aux jeunes gens de sortir de l'enfance, de la dépendance,
de l'immaturité psychologique pour les faire naître à la vie adulte. Voilà la fonction du rite d'initiation. Et Campbell va s'inspirer de l'analyse de l'ethnologue et folkloriste Arnold van Gennep sur les rites de passage. D'après van Gennep, ces rites répondent à un schéma en 3 étapes. Il y a d'abord une séparation très pénible avec le monde connu. Ensuite, il y a une mise à l'écart, plus ou moins longue, dans un espace marginal, qui sera souvent accompagnée d'épreuves périlleuses, d'obstacles, de dangers. Et ensuite, il y a une réagrégation au groupe d'origine avec un statut différent. Donc Campbell, dans la lecture qui fait des mythes, il dit, mais cette structure que nous développe Van Gennep, on la retrouve dans les mythes. Et pour lui, le protagoniste, qui est un personnage ordinaire qui va devenir ensuite un héros, il doit donc quitter l'endroit qui lui est familier, s'aventurer dans des lieux obscurs, et ensuite retourner à la vie normale. Et dans les scénarios des récits de la pop culture, des héros de pop culture, on retrouve qui va être bien sûr articulé avec des variantes, mais on retrouve ces grandes articulations. Alors l'appel de l'aventure, le départ, il peut être commandé par diverses raisons. Ça peut être la quête d'une personne qui a été enlevée, la quête d'un objet, la quête de quelque chose qui est d'un sentiment perdu, ou en tout cas, il faut partir, quelque chose à pousser pour partir à l'aventure. Ensuite, toutes sortes de raisons peuvent pousser le héros à mettre un terme à cette idée de départ. Alors là aussi, il y a plein de tentations qui viennent. Mais lorsque le héros répond à l'appel qu'il entend, une aventure dangereuse va commencer. Et le héros va descendre dans des lieux obscurs, qui vont être souvent la métaphore d'une descente dans ses propres profondeurs, où il va se confronter à ses propres peurs. Alors là, le héros n'est pas un personnage solitaire. Il va se faire des alliés, mais il va se faire aussi des ennemis. Et il va évoluer dans un monde binaire entre le bien et le mal, et des adjuvants vont apparaître comme autant d'aides pour avertir de dangers, ou pour expliquer comment les surmonter, ou donner des clés qui vont permettre au héros d'avancer. Et d'après Campbell, un thème commun s'y retrouve, c'est le fait que le héros doive traverser le monde de la mère pour atteindre celui du père. Et donc là, on voit bien l'influence ou la lecture psychanalytique qui est faite par Campbell, en tout cas sa lecture des mythes. Le garçon doit en effet s'affranchir de l'influence maternelle et partir. D'où le thème de la quête du père, et qui va mener à la réconciliation avec le père. Et pourquoi jamais le thème de la mère? Parce que elle est forcément là, puisque c'est elle, celle à partir de laquelle on est. Star Wars, Luke Skywalker, il va rencontrer son père. Et il y a combien de mythes où il va falloir trouver... la découverte du père peut être surprenante, peut être décevante, mais en tout cas, il y a une quête du père. Et le héros passe aussi il va passer son temps à tuer des monstres. Ils vont prendre des formes différentes. Et le dragon représente ce qui pèse sur soi, ce dont on est captif. Et Campbell va écrire: le dernier dragon est en vous, c'est votre ego qui vous écrase. Et quand le héros trouve son père, il se trouve lui-même. Il comprend qui il est en prenant en lui une partie de l'identité de son père. Par ailleurs, Campbell fait une lecture particulière des évangiles, mais qui mériterait de la remettre un peu plus en exergue, en tout cas pour comprendre sa lecture à lui des évangiles à partir de cette étape du héros. Donc rencontrer le Père, se réconcilier avec le Père, découvrir cette identité, c'est l'apothéose, la prise de conscience de soi. Alors le héros va finir par s'emparer d'un objet, soit l'objet désiré, d'un trésor, il peut prendre de multiples formes. Et en fait, c'est la découverte. Le héros prend conscience que ces pouvoirs, on peut peut-être dire des pouvoirs divins ou des pouvoirs surnaturels qui étaient recherchés et qui ont été dangereusement acquis, ils étaient de tout temps au fond de lui-même. Et enfin, le héros doit ressortir de l'abîme
et c'est faire ressortir de soi ce que le héros est allé recouvrer, le potentiel non réutilisé, non utilisé qui est en soi, et réintroduire ce potentiel dans le monde pour lui en faire bénéficier. Et là on voit la différence entre un personnage célèbre et un héros, c'est que le personnage célèbre il va vivre que pour lui-même, alors que le héros il s'efforce de sauver la société, ou en tout cas de vivre pour le groupe. Et à travers ces quelques étapes que je viens de souligner, on peut voir à quel point même de devoir aller rechercher quelque chose au fond de soi-même, voilà, ces éléments-là se retrouvent beaucoup dans les quêtes spirituelles contemporaines. En tout cas, ça prend des formes multiples. Alors on peut résumer ce parcours, je vais le résumer de cette manière-là, par l'emprunt que fait Campbell au philosophe Nietzsche. Nietzsche emploie 3 images pour décrire ce qu'il appelle les 3 transformations de l'esprit, à savoir les images du chameau, du lion et de l'enfant. Le passage de l'enfance à la jeunesse est symbolisé par un chameau. C'est dans ainsi parlait Zarathustra. Le chameau s'agenouille, il attend qu'on le charge énormément de choses qu'il va devoir transporter. Voilà. Il attend qu'une charge soit déposée sur son dos, et c'est le temps où l'enfant, c'est ainsi que va leur traduire à sa manière aussi Campbell, c'est le temps où l'enfant obéit et reçoit de la société l'enseignement que celle-ci juge indispensable. Le chameau est l'image de l'enfant qui obéit à l'injonction « tu dois ». Et une fois le chameau équipé, il se dresse péniblement, il s'élance à travers le désert et va se changer en lion. Et le devoir du fauve sera de tuer le dragon qui répond au nom du « tu dois ». Et le lion, c'est ce jeune homme qui doit repousser l'injonction « tu dois » et parvenir à la connaissance de soi. Une connaissance qui n'est plus dictée de l'extérieur, mais qu'il trouve à l'intérieur de lui-même. Et une fois le dragon mort, le lion peut se métamorphoser alors en enfant, qui obéit à sa propre nature, il va suivre ses sentiments, il va faire confiance à ses intuitions, et il va aller là où son cœur le mène. Voilà, c'était une approche qui est forcément subjective. J'ai pris une porte d'entrée pour entrer dans cette lecture des mythes partant du passé et pour venir jusqu'au mythe d'aujourd'hui. Alors au second semestre, voilà, un cours plusieurs fois va être donné qui s'intitule « Comment apprendre à lire les mythes ». Il va se déployer en 3 séances. La première, elle sera plutôt à dominante anthropologique et nous permettra de découvrir les différentes théories anthropologiques et différentes écoles mythologiques élaborées à travers l'histoire. Comment les écoles anthropologiques, les théories anthropologiques ont parlé des mythes et ont apporté des clés de lecture ou des réponses. Donc on aura là, on disposera de clés d'analyse pour décrire les mythes et puis poursuivre le parcours. La deuxième séance, qui sera plutôt à dominante exégétique, sera co-animée par le père Damien Temadzadeh et nous aidera à analyser les grands mythes bibliques des premiers chapitres du livre de la Genèse, à savoir la création, le déluge et puis la tour de Babel. Et nous en rechercherons l'origine à la fois dans les mythes assyro-babyloniens et les mythes grecs, afin de mieux découvrir, certes ce qui est commun, mais aussi ce qui fait l'originalité du texte biblique. Et enfin, la troisième séance se penchera, on sera déjà riche de 2 éléments, un bagage anthropologique, un bagage exégétique, et on fera un pas de plus, et on se penchera sur la théorie des anciens astronautes, qui est abondamment diffusée aujourd'hui dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo, sur les web TV. Ces théories, elles réexploitent les mythes assyro-babyloniens et elle remet en cause par là même les récits bibliques de la création du monde. Cette théorie, elle vient de Évémer, qui était un penseur, un philosophe grec, et puis aussi de l'idée de ce qu'on appelle panspermie, c'est-à-dire que la vie n'a pas pu émerger de la Terre, elle vient forcément d'ailleurs, dans l'univers. Alors certains diront, des scientifiques diront, elle peut venir de comètes qui ont apporté la vie sur la Terre, mais le néo-évémérisme va reprendre ces idées-là et va dire que
s'il y a eu de la vie sur Terre et des humains sur Terre, la présence de l'être humain est le résultat de l'intervention biogénétique d'extraterrestres qui sont arrivés sur la planète à une période ancienne et qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, le but de cette troisième étape, ce sera de retracer l'origine de cette théorie et ses implications qu'elle peut avoir pour aujourd'hui. Voilà un peu pourquoi avoir pris ce sujet-là, c'est parce que cette théorie, elle est... Ouvrez par exemple RMC Découverte, hein. Tous les samedis soirs, vous avez une émission qui s'appelle Alien Theory et qui exploite cette théorie-là, qui présente cette théorie-là sous différents aspects. Et je pense que ça vaut le coup, d'autant plus qu'elle remet en cause le récit biblique, justement de pouvoir l'analyser en profondeur. Voilà. Maintenant, vous pouvez poser des questions, on peut entrer en dialogue.